Bonsoir à tous, je suis Hasmin Karakelian. Vous suivez l'édition francophone de ReNews diffusée par Reopen Media. La semaine a commencé sous haute tension avec une nouvelle escalade dans le conflit Iran-Israël. Ce que redoutait Téhéran et la communauté internationale a fini par se produire. Les États-Unis entrent désormais ouvertement dans le jeu. La nuit même suivant sa déclaration annonçant un ultimatum de 2 semaines à l'Iran, le président américain Donald Trump a donné l'ordre de frapper l'Iran. Dans une opération baptisée le marteau de minuit, les États-Unis ont visé 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan, rejoignant ainsi l'offensive israélienne lancée le 13 juin. Pas moins de 125 avions militaires ont été mobilisés, dont 7 bombardiers furtifs B-2 Spirit, les seuls au monde capables de transporter la GBU-57, une bombe de très haute puissance conçue pour détruire les cibles profondément enterrées. Quelques heures après, l'Iran a lancé 40 missiles sur l'Israël et a accusé les États-Unis de faire exploser les chances d'un règlement diplomatique du dossier nucléaire en affirmant que son savoir-faire en matière de nucléaire ne peut être détruit. Retrouvez les détails dans notre reportage. Difficile à croire, mais c'est depuis un club de golf que Donald Trump a donné l'ordre final de frapper l'Iran. Les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires iraniens, y compris le site principal de Fordo. Toutes les installations nucléaires de l'Iran ont été entièrement détruites, a déclaré Trump. Les forces armées américaines ont frappé avec succès 3 installations nucléaires iraniennes, à Fordo, Natanz et Ispahan. L'heure est maintenant à la paix. C'est un moment historique pour les États-Unis, pour Israël et pour le monde. L'Iran doit maintenant accepter de mettre fin à cette guerre. Les États-Unis ont frappé l'Iran avec une munition que les Américains surnomment la mère de toutes les bombes, GBU-57. Nous avons détruit le programme nucléaire iranien. C'était une frappe historique, au cours de laquelle les bombardiers B-2 Spirit ont effectué leur plus longue mission depuis 2001. Et pour la première fois en conditions de combat, la bombe anti-bunker, connue sous le nom de mère de toutes les bombes, a été utilisée. Hegseth a avoué que les États-Unis préparaient ces frappes depuis des semaines, dans le plus grand secret. Après les frappes américaines, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a laissé une note au mur des lamentations et a prié. Il a ensuite prononcé un grand message de remerciement. L'Amérique est inégalée. Elle a fait ce qu'aucune autre nation n'aurait pu faire. Président Trump, je vous remercie. Tout Tel Aviv remercie Trump. Dans la capitale israélienne, on peut voir des affiches géantes avec l'inscription « Merci, Monsieur le Président ». D'ailleurs, l'Iran affirme avoir évacué à l'avance les 3 sites nucléaires qui ont été bombardés par les États-Unis. Lilith Moradian, Reopen Media. L'Iran affirme qu'il n'y a aucun danger près des sites nucléaires attaqués. Les habitants de Natanz, Ispahan et Fordo peuvent continuer à vivre normalement, a déclaré à la télévision d'État la porte-parole du gouvernement iranien. Plus tard, dans les médias internationaux, il y a eu des annonces du côté iranien selon lesquelles l'Iran a retiré de son site de Fordo environ 400 kg d'uranium, enrichi jusqu'à 60% de pureté, et ce avant une frappe américaine. À son tour, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré qu'elle n'a pas encore détecté d'augmentation du niveau de radiation à l'extérieur des installations nucléaires iraniennes. À la suite des frappes américaines, Mary Harutyunyan. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Le chef de la diplomatie de la République islamique a qualifié d'illégales les actions d'Israël et des États-Unis à l'encontre de l'Iran. Les actions agressives d'Israël et des États-Unis sont absolument illégitimes et violent la norme internationale. Nous défendons actuellement la souveraineté de notre pays et notre défense revêt un caractère tout à fait légitime. Selon Vladimir Poutine, l'attaque américaine contre l'Iran est une agression absolument non provoquée qui n'a ni fondement ni justification. Avant la rencontre, dès son arrivée à Moscou, Araghchi avait déclaré que l'Iran et la Russie tiennent toujours des consultations étroites pour faire face aux menaces communes. Les consultations entre l'Iran et la Russie ont toujours existé, et nous avons travaillé et nous sommes consultés ensemble sur chaque question, en coordonnant nos positions. Actuellement, il existe dans la région des conditions particulières qui exigent que nos positions soient plus précises, plus sérieuses et plus attentives.
La veille, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique avait condamné avec la plus grande fermeté l'agression militaire américaine contre les installations nucléaires pacifiques de l'Iran et avait déclaré que l'Iran se réservait le droit de résister de toutes ses forces à l'agression militaire américaine pour défendre ses intérêts nationaux. La veille, l'attaque américaine avait été condamnée par la Russie et la Chine, qui avaient également exigé une session du Conseil de sécurité de l'ONU, tandis que de nombreux pays, dont la Turquie, s'étaient contentés d'exprimer leurs préoccupations. Le ministère russe des Affaires étrangères avait souligné dans une déclaration spéciale que la décision irresponsable de soumettre le territoire d'un État souverain à des frappes de missiles, quels que soient les arguments invoqués pour la justifier, viole de manière flagrante le droit international, la charte de l'ONU et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont par le passé qualifié de telles actions d'inadmissibles sans équivoque. De surcroît, les frappes ont été menées par un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a tiré la sonnette d'alarme, affirmant que l'exercice du droit à l'autodéfense sans tenir compte de la charte de l'ONU conduirait à un chaos total dans l'ordre mondial. Divers responsables américains déclarent que les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'Iran, qu'il s'agissait d'une frappe unique qui pourrait avoir une suite, sans plus, et que, comme l'a dit le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le temps est venu de s'engager sur la voie de la paix. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré à la chaîne de télévision CBS que Washington est prêt à un accord avec l'Iran qui servirait les intérêts de l'Iran, mais que la partie américaine exige que l'Iran renonce à ses ambitions nucléaires. Aucune action militaire n'est prévue contre l'Iran pour l'instant, à moins bien sûr qu'il ne fasse une bêtise et n'attaque des Américains ou des intérêts américains, a noté le secrétaire d'État. Le vice-président J.D. Vance a déclaré que Washington n'a aucun intérêt à un conflit prolongé au Moyen-Orient, car ce serait absolument dévastateur pour la région. La haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, a appelé l'Iran, Israël et les États-Unis à revenir à la table des négociations. Elle a en même temps souligné qu'il ne faut pas permettre à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, car cela constituerait une menace pour la sécurité régionale. Une session d'urgence du Conseil de sécurité a été convoquée le 22 juin à New York, 48 heures après avoir appelé à la retenue pour éviter une guerre désastreuse. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la paix à nouveau et mis en garde contre un cycle sans issue de représailles. Un projet de résolution pour un cessez-le-feu a été proposé par la Chine, la Russie et le Pakistan. Une initiative à laquelle les États-Unis se sont opposés. Le reportage d'Anna Arutunian. La session extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est tenue à New York s'est transformée en un véritable champ de bataille diplomatique. Dans leur projet de résolution, la Russie, la République populaire de Chine et le Pakistan exigent la cessation immédiate et inconditionnelle des opérations militaires et soulignent l'obligation de toutes les parties de protéger les populations civiles conformément au droit international. Ils ont également appelé à une solution diplomatique au conflit. Le représentant d'Israël a vivement critiqué les actions de l'Iran, accusant Téhéran de mener les négociations dans une impasse et de chercher à gagner du temps dans le but de développer l'arme nucléaire. Selon Danny Danon, un Iran nucléaire serait une condamnation à mort pour tous, autant que pour les Israéliens. Ils cherchent le chaos, nous cherchons l'ordre, a-t-il déclaré. De nombreuses nations présentes dans cette salle ont eu recours à la diplomatie avec détermination et bonne volonté. Mais le régime iranien avait d'autres plans. L'Iran a utilisé la table des négociations comme une couverture, une tactique dilatoire, un moyen de gagner du temps pour fabriquer des missiles et enrichir de l'uranium. L'Iran a négocié des accords qu'il n'a jamais eu l'intention de respecter. Il a pris des engagements qu'il n'a jamais honorés. Il a répondu aux échéances par le mépris et a opposé des obstacles à la surveillance. Danny Danon a déclaré que la communauté internationale, encore horrifiée par les tirs de missiles iraniens sur l'hôpital de Beersheva en Israël, fait désormais face à un choix décisif, la paix ou une nouvelle guerre plus étendue. Selon le ministère iranien de la Santé, 13 enfants sont morts dans les frappes de missiles israéliennes. L'Iran, de son côté, rejette catégoriquement ces accusations, affirmant qu'il conserve son droit plein et légitime, conformément au droit international, de se défendre contre l'agression manifeste des États-Unis et d'Israël.
C'est une épreuve historique pour ce Conseil et pour l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble. Chaque État et chaque acteur responsable doit se montrer à la hauteur de la situation et la condamner sans équivoque. Si ce Conseil ne parvient pas à agir et à condamner cette agression manifeste qui se déroule également à Gaza, la tâche de la complicité restera à jamais sur sa conscience. Les États-Unis, en tant qu'alliés d'Israël, ont défendu les actions de ce dernier, les qualifiant de légitime défense collective. La représentante des États-Unis a déclaré « Il n'est pas trop tard pour que le gouvernement iranien fasse ce qui est juste. Les dirigeants iraniens doivent abandonner complètement leurs ambitions nucléaires. » Cette action visait à mettre un terme à une cause d'insécurité mondiale accumulée au fil des ans, mais qui s'est récemment et rapidement aggravée, et à aider notre allié Israël en exerçant notre droit naturel de légitime défense collective, ce qui est conforme à la Charte des Nations Unies. La Russie a vivement critiqué les actions des États-Unis et d'Israël, soulignant que les dirigeants américains ont ouvertement affiché et fait preuve d'un mépris total pour les normes du droit international et la Charte de l'ONU. Washington a une fois de plus confirmé que pour promouvoir les intérêts de son allié israélien, il est prêt non seulement à fermer les yeux sur le meurtre de dizaines de milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées palestiniens, mais aussi à mettre en péril la sécurité et le bien-être de l'humanité entière. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a appelé les parties à faire preuve de retenue. Selon lui, personne ne peut pour l'instant évaluer les dommages souterrains à Fordow et des attaques armées contre des installations nucléaires pourrait entraîner des fuites radioactives. Davantage d'armes nucléaires dans le monde ne nous rendra pas plus en sécurité, a-t-il ajouté. Dans un climat de tension extrême, le Parlement iranien est passé à l'acte. Hier, les députés ont voté en faveur de la fermeture du détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite près de 20% du pétrole mondial. La décision finale reviendra toutefois au Conseil suprême de sécurité nationale. Du côté américain, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a déclaré toute tentative de l'Iran de perturber la navigation dans le détroit d'Ormuz serait un acte suicidaire pour le régime iranien. Reportage Narine Roukassian. Le détroit d'Ormuz n'est pas encore fermé, mais un blocus numérique est en place. Selon les plateformes d'information iraniennes, le Majlis, le Parlement iranien, a adopté hier, à l'unanimité, une décision sur la fermeture du détroit d'Ormuz. L'Iran, croyant aux déclarations de Trump sur une résolution diplomatique du problème, n'avait pas franchi ce pas extrême. Désormais, après la décision adoptée par le Majlis, il ne reste plus que la décision du guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, qui sera finale. Ils ont réussi à brouiller les signaux, si bien que ce que l'on appelle les signaux GPS ne fonctionnent pas dans la région. Or, tous les navires qui traversent le détroit d'Ormuz ont besoin des signaux GPS. Sans cela, ils naviguent avec difficulté. Selon Armen Manvelian, ce blocus numérique affectera environ 1000 navires, ce qui, à son tour, entraînera une augmentation des prix mondiaux du pétrole. Aujourd'hui, sur les bourses de New York et de Londres, le prix moyen du baril de pétrole a atteint environ 77 $. Il faut noter qu'avant le conflit irano-israélien, le prix du baril était estimé à 64 $. Autrement dit, il a augmenté d'environ 15 à 20%. Manvelian n'exclut pas qu'en cas de poursuite du conflit et de fermeture du détroit d'Ormuz, de graves problèmes économiques et logistiques apparaîtront. C'est un processus qui a déjà un impact réel sur l'économie mondiale. De plus, il faut toujours garder à l'esprit que les Américains deviennent très nerveux lorsque les prix de l'essence commencent à augmenter. En son temps, c'est justement ce sur quoi Trump avait capitalisé, que les prix de l'essence avaient augmenté à cause de la politique de Biden, ce qui lui a donné l'opportunité d'accéder au pouvoir. Le prix du pétrole pourrait grimper jusqu'à 100 $ le baril. Les États-Unis possèdent leur propre industrie pétrolière et en vendant du pétrole à un prix plus élevé sur les marchés extérieurs, ils peuvent compenser le prix élevé payé pour le pétrole importé, ce qui leur permettra de maintenir leur position sur les marchés mondiaux. Leur dépendance vis-à-vis des approvisionnements du Moyen-Orient a aujourd'hui diminué. Les États-Unis peuvent initier le déblocage de pétrole des réserves de l'Agence internationale de l'énergie pour maîtriser l'inflation. Depuis le 13 juin, les tirs de missiles et de drones iraniens ont fait 25 morts en Israël. Les frappes israéliennes ont provoqué la mort de plus de 400 personnes en Iran, selon un dernier bilan dimanche. L'intervention américaine dans le conflit suscite de nombreuses réactions internationales. Face à cette situation, le président français Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense ce dimanche soir. 10 jours après les frappes entre Israël et l'Iran, les frappes américaines de la nuit dernière ouvrent une nouvelle phase qui impose évidemment la vigilance et une action résolue de notre part. Nous appelons tous et toutes
qu'il n'y ait pas d'escalade, convaincu que aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés. Et que la reprise de discussions diplomatiques et techniques est le seul moyen d'obtenir l'objectif que nous recherchons tous, qui est que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire, mais également qu'il n'y ait pas d'escalade incontrôlée dans la région. À son tour, le chef de la diplomatie française a appelé à la retenue face à l'escalade des tensions. La France n'a ni participé à ces frappes ni à leur planification, a affirmé Jean-Noël Barrot sur sa page X. Les premières retombées de la visite du Premier ministre Nikol Pachinian en Turquie commencent déjà à se faire sentir. Lors de la session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenue à Istanbul, une déclaration intitulée « Déclaration d'Istanbul » ainsi que 5 résolutions ont été adoptées à l'initiative de l'Azerbaïdjan. Des textes qui concernent directement l'Arménie. La déclaration affirme notamment soi-disant le droit au retour des Azerbaïdjanais déplacés de force depuis ce que le document qualifie d'Azerbaïdjan occidental, c'est-à-dire le territoire actuel de l'Arménie. Une formulation qui suscite de sérieuses inquiétudes à Yerevan. Reportage de Monica Hayroyan. Un jour après la visite du Premier ministre Pachinian visant à normaliser les relations tant avec l'Azerbaïdjan qu'avec la Turquie, s'est tenue au même endroit, les 21 et 22 juin, la 51e session des ministres de l'Organisation de la coopération islamique. Plusieurs dispositions de la déclaration d'Istanbul qui a été adoptée concernent les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Plus précisément, l'Arménie est appelée à surmonter les obstacles juridiques et politiques qui entravent la signature de l'accord de paix. Il y est fait référence à la communauté dite de l'Azerbaïdjan occidental, mentionnant le droit au retour des Azerbaïdjanais prétendument déplacés de force du territoire de l'Arménie actuelle, sans dire un seul mot sur les Arméniens qui ont fui les massacres organisés à Bakou et dans d'autres villes, ni sur ceux qui ont été déplacés de force du Haut-Karabakh. Par un autre point sans fondement, l'organisation a condamné la prétendue destruction du patrimoine culturel islamique en Arménie, sans argument ni preuve. L'experte de l'Azerbaïdjan, Angela Elibegova, n'est pas d'accord avec l'idée que la déclaration de l'Organisation de la coopération islamique est un document sans conséquence. Selon elle, les résolutions peuvent avoir un impact négatif à au moins 3 niveaux, surtout si l'Arménie ne prend pas de mesures pour en neutraliser le contenu. Dans une déclaration publiée lundi, le ministère arménien des Affaires étrangères a exprimé sa profonde déception face aux formulations déformées et extrêmement unilatérales figurant dans la déclaration d'Istanbul et dans les résolutions présentées par l'Azerbaïdjan. Le ministère a souligné qu'il n'y a pas et qu'il ne peut y avoir de soi-disant Azerbaïdjan occidental sur le territoire de la République d'Arménie. Il est précisé que les Azerbaïdjanais qui vivaient en Arménie soviétique ont quitté le pays volontairement, ont pu vendre ou échanger leurs biens ou ont reçu une compensation du gouvernement arménien. Malheureusement, le sort des Arméniens en Azerbaïdjan n'a pas été le même. À Bakou, Sumgait et ailleurs, où des massacres et des déplacements forcés d'Arméniens ont eu lieu. Et le monde a été témoin de la dernière manifestation de ce type dans notre région à l'automne 2023, lorsque plus de 115 000 Arméniens ont été contraints de quitter le Haut-Karabakh, victimes d'un nettoyage ethnique. La résolution adoptée sur la protection des biens culturels suscite également un profond regret, ignorant la destruction continue et le vandalisme systématique du patrimoine culturel arménien sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. La résolution tente de donner à la question une coloration religieuse, alimentant des thèses erronées et dangereuses. Le respect et le soin de l'Arménie pour le patrimoine culturel islamique sont bien connus et facilement démontrables. Le ministère a appelé les pays qui ont adhéré à la déclaration et aux résolutions à reconsidérer et à rejeter fermement les initiatives partielles qui ciblent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Arménie et qui mettent en péril le processus de normalisation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, le prochain sommet de l'Organisation de la coopération islamique se tiendra en Azerbaïdjan. TN, le terme Azerbaïdjan occidental est un concept politique et irrédentiste promu par l'Azerbaïdjan. Il désigne l'entièreté du territoire de la République d'Arménie que Bakou revendique étant historiquement une terre azerbaïdjanaise. Ce terme n'est pas reconnu sur la scène internationale et constitue une source de tension majeure dans la région. Ce dimanche 22 juin, l'Église apostolique arménienne a célébré l'un de ses moments les plus forts, la fête du Catholicosat d'Echmiadzin, une célébration qui remonte aux origines même du christianisme arménien, fondé sur la vision de Saint Grégoire illuminateur en l'an 301. C'est cette visite, dit-on, qui aurait guidé la fondation du siège du Catholicos à Echmiadzin. En ce jour sacré, la cathédrale
cathédrale de la Nativité était plein à craquer. Des centaines de fidèles venus de tout le pays ont assisté à la Sainte Liturgie célébrée par sa sainteté Karakin II, patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens. Mais cette année, au-delà du rite religieux, l'événement a pris une tournure plus symbolique encore, dans un climat de tension palpable entre l'Église et le pouvoir politique. Les fidèles ont tenu à affirmer leur soutien à leur Église. Lors de la messe, le catholicos a béni les fidèles dans un geste fort, porteur d'un message clair. Foi, unité et résilience au cœur de cette fête millénaire. En ce jour sacré de la fête de Saint Etchmiadzin, nous vous exhortons par les paroles de l'apôtre. Restez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez fortifiés, que tout se fasse avec amour. Restez fidèles à la Sainte Etchmiadzin fondée sur le Christ et à votre identité. Défendez fermement notre histoire et nos valeurs sacrées, notre foi et nos saintetés, et soyez zélés dans les bonnes œuvres qui construisent la nation et profitent à la patrie. Vivez en solidarité. Prenez soin les uns des autres et marchez toujours sur des chemins qui plaisent à Dieu. Nous croyons que l'amour de notre peuple pour Dieu et son dévouement à sa patrie constituent un fondement solide et une garantie pour la réalisation de nos aspirations et de nos visions communes, pour une vie paisible et sûre. C'était l'essentiel de l'actualité de ce 23 juin. Merci de suivre ReNews de Reopen Media. Je suis Hasbi Karakelian. Prenez soin de vous. À très vite.